Personne n'est à l'abri, 90% de la capitale est presque tombée. Nous vivons un drame en Haïti. La seule chose, je prendrai ma part de responsabilité. Je ne veux pas et je ne vais pas mourir sans voir une autre Haïti. S'il fallait par exemple prendre les armes pour arriver au pouvoir avec votre parti, vous seriez prêt à le faire? Bon, ma boîte reporte au prince après-demain. Leur poser une question, ça va peine que tout mari même rive à porte là, bien qu'il y ait au pouvoir fermer. Téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, Haïti Inter vous invite sur le plateau de 4 points cardinaux à la rencontre d'un invité de marque. C'est la deuxième fois que nous le recevons sur ce plateau, en direct depuis la rue Saint-Jacques. Nous avons le plaisir de vous présenter Jerry Tardieu, entrepreneur à succès, politicien, mais il fut également footballeur. Il a occupé dans l'équipe nationale d'Haïti le poste de milieu de terrain, c'est-à-dire le poste à partir duquel on a l'intelligence du jeu et on en est capable à la fois de contrer les attaques, mais surtout de déclencher les contre-attaques contre l'équipe adverse. À l'occasion de son passage à Paris, nous avons le plaisir d'interroger l'ancien député de Pétionville sur un certain nombre de sujets de fond, mais avant tout, nous aimerions souhaiter la bienvenue à Jerry Tardieu. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, professeur Théodate. Très heureux d'être un invité récidiviste, je dirais, puisque je ne pense pas que ce soit dans vos habitudes de recevoir une personnalité plusieurs fois. Donc, vous m'envoyez tout honoré et c'est pour moi un grand plaisir, durant mon bref séjour à Paris, puisque je retourne rapidement sur Port-au-Prince, d'être avec vous aujourd'hui et dans quelques heures ici, dans le grand amphithéâtre de l'Institut de géographie, donc de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'avoir un échange avec les étudiants de cette université, cette prestigieuse université, et probablement certains compatriotes haïtiens, sur un thème important. Dans la rivalité Chine-États-Unis aujourd'hui, quelle place pour l'Amérique latine, la Caraïbe et Haïti. Donc c'est un plaisir d'être là et j'espère que vous allez vous assurer que vos étudiants soient présents à la conférence dans un petit moment. Ils sont déjà impatients de vous écouter. Mais avant de nous ouvrir sur le vaste monde, j'aimerais concentrer un petit peu le viseur sur l'intimité des relations entre la France et Haïti. En 2025, nous commémorons le 200e anniversaire de l'établissement de relations officielles entre les deux États. En tant qu'ancien député, en tant que hôte de la France aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces 200 ans de relations officielles entre les deux États? Bon, il se trouve que je suis à Paris précisément à l'occasion d'une série d'activités qui ont lieu dans le cadre justement du 200e anniversaire de l'ordonnance du roi Charles X qui imposait une indemnité colossale à la République d'Haïti, notre pays dès sa naissance. Et je me réjouis que la presse en a fait ses choux gras. Depuis que je suis arrivé à Paris, sur toutes les radios et les télévisions, il est fait état de cet événement, notamment d'une déclaration du président Macron. Je pense que c'est un bon pas. Je ne sais pas si c'est dans la bonne direction, parce que l'avenir nous le dira. C'est un bon pas parce que le président Macron a mis sur la place publique un thème qui jusqu'à présent était tabou. Un thème connu des connaisseurs comme vous, des professionnels, des chercheurs, bien des érudits. Mais dans l'opinion publique française, pas tellement. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a un problème d'ordre séculaire. Et ce problème, il n'est pas superflu de le rappeler. C'est que il y a de cela 200 ans, le roi Charles X imposait au président Jean-Pierre Braillé, qui capitula devant lui, le paiement de 150 millions de francs or pour la reconnaissance officielle de la souveraineté haïtienne. Chemin faisant, nous devons dire que ce montant, pour qu'on le mette en contexte, c'est qu'il représentait d'abord 15% du budget de la France. Et ce montant-là, il faut le mettre en comparaison avec ce que les États-Unis avaient payé à la France, de laquelle ils rachetaient les colonies françaises de Louisiane. 22% du territoire américain aujourd'hui pour 80 millions de francs or. Donc pour 2 fois moins que ce qu'ils avaient exigé d'Haïti. Donc c'est une grande injustice et c'est la première fois
que des descendants d'esclaves, dont nous sommes, les générations descendants d'esclaves ont dû payer aux descendants de leurs anciens bourreaux. C'est une situation particulière et je pense que la mise en place d'une commission mixte pourra, je dirais, de façon scientifique, faire valoir les torts causés par cette indemnité. Et je reste persuadé qu'il va ouvrir les portes à d'autres étapes où nous pourrons discuter de la forme de réparation qu'Haïti pourra bénéficier de la part de la France pour cette grande injustice. Ce ne sera que justice, ce ne sera que soulagement moral pour la France, ce ne sera que conforme à la dignité des peuples et du peuple haïtien. Et je pense que, si vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de propositions qui sont faites. Certains voient la possibilité de mettre en place un fonds peut-être, fonds qui irait peut-être, on va dire, à la construction d'infrastructures en Haïti, à la construction d'hôpitaux, d'écoles. Moi, je vais oser une opinion différente. Quel est le problème d'Haïti aujourd'hui? Haïti est otage de gangs. Haïti est un État failli. Haïti a besoin au plus vite de retrouver la sécurité et la paix des rues. Elle ne peut le faire qu'à travers la mise en place de forces de défense qui ont les capacités de défendre les Haïtiens. L'armée d'Haïti et la police nationale doivent être réorganisées, financées, équipées, entraînées, de telle sorte que dans les années à venir, elles puissent rétablir la paix des rues et permettre aux dirigeants haïtiens de restaurer l'autorité de l'État. Et c'est ce qui nous manque. Peut-être que cette commission devra réfléchir au-delà des sentiers battus. Peut-être pas un fonds classique pour réparer une injustice faite à Haïti, mais pourquoi ne pas penser à investir ces fonds justement dans la modernisation des forces armées d'Haïti, de la police nationale, des forces de défense, quelle que soit la structure qu'on décidera de garder, mais celle qui est responsable et qui devra rétablir la paix en Haïti. C'est ce dont nous avons besoin, de la paix, de l'autorité de l'État, pour qu'on puisse reconstruire ce pays, un si beau pays, avec un tel héritage, mais également de tels atouts, un tel potentiel. Alors, je saisis la balle au bon. Vous envisageriez donc une participation de la France au renforcement des capacités de maintien de l'ordre de la police, des capacités de défense de l'armée haïtienne, ce qui voudrait dire donc un accord de défense entre les deux pays. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'on mette ça sous l'angle, que l'on aperçoive ça sous l'angle de la néocolonisation d'Haïti par la France? Non, je ne vois pas ça comme ça du tout. Au contraire, vous me permettez de préciser que si un jour il doit y avoir réparation, donc la mise à la disponibilité de l'État haïtien, je ne parle pas des gouvernements ou de gouvernements haïtiens, de l'État haïtien préférablement représenté par des autorités légitimes, eh bien, ce sera aux autorités haïtiennes de décider de l'utilisation et de l'exploitation de ce montant-là. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'aumône, c'est un dû historique. Donc une fois qu'il est mis à notre disposition, c'est à nous autres, Haïtiens et Haïtiennes, de décider de ce que nous en faisons. Naturellement, je n'exclus pas la possibilité que des pays amis comme la France, les États-Unis, le Canada, des pays africains, des pays latino-américains et pourquoi pas le Salvador puissent un petit peu, quelque part, nous aider techniquement, professionnellement, puis sur une expertise dont nous avons besoin. Mais la décision doit être d'abord haïtienne. Alors justement, à cet égard, on reproche souvent aux autorités haïtiennes, quelles qu'elles soient, de n'être pas en capacité de prendre de telles responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous faisons des ordres vraiment. Nous faisons des ordres parce que souvent nous avons l'impression que nous mettons tête non. Je me rappelle quand c'est lieu-même, à l'Université Paris 1, l'ancien président Leslie François Manigat avait prononcé une conférence magistrale dont le thème était de la substitution de la prépondérance française à la prépondérance américaine. Et jusqu'à présent, beaucoup de Français qui y avaient participé me le rappellent. Eh bien, le président Manigat dit souvent que nos élites politiques et les dirigeants ont une volonté d'être esclaves. C'est pour vous donner raison. C'est quand quelque part, on n'attend peut-être même pas qu'on vienne
C'est-à-dire, l'Haïtien n'attend même pas qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire, disait le président Maniga. Il est demandeur de ce que faire. Je crois que c'est un problème qu'il ne faut pas occulter. C'est un problème qui existe. Mais, professeur Théodate, je ne vais pas mourir. Je ne veux pas mourir sans voir une autre Haïti. Une autre Haïti où il y aura des dirigeants, des femmes et des hommes profondément et résolument décidés à refaire l'honneur d'Haïti. Résolument décidés de travailler à restaurer l'ordre, l'autorité de l'État, à travailler à la prospérité économique d'Haïti et à agir de telle façon que nous méritions le respect de la communauté internationale. Dans notre précédente rencontre, vous disiez, je vous cite, « En Haïti, la politique se fait dans la boue et dans le sang. » Oui. Est-ce que ces changements que vous évoquez, vous êtes prêt à les faire dans la boue et dans le sang? Préférablement, il faut que le changement se fasse dans la sérénité, dans la quiétude, dans la tranquillité. C'est idéal. Malheureusement, il est de ces situations qui nécessitent qu'on se batte avec toutes les armes à sa disposition, pour autant que l'objectif soit un objectif patriotique. Pour autant qu'en bout de ligne, cette bataille est une bataille pour Haïti. Pour qu'on soit indépendant aujourd'hui, c'est une bataille qu'ont menée héroïquement nos ancêtres. Et la bataille que nous menons aujourd'hui, c'est aussi pour respecter le rêve qu'ils avaient pour nous, ou qu'elles avaient pour nous. Parce qu'on ne peut pas croire qu'un pays qui, il y a 200 ans, avait tenu tête à l'armée de Napoléon, peut aujourd'hui capituler devant 2 ou 3 000 hors-la-loi qui tiennent Port-au-Prince en otage et qui font d'Haïti un cimetière à ciel ouvert. Justement, faut-il bien qu'un jour... Où en est-on? La situation sanitaire, la situation sécuritaire, on parle de plus de 1500 morts depuis le début de l'année. Il y en a plus. Comment arrêter ce bain de sang? Écoutez, nous sommes entrés dans une spirale infernale, une spirale difficile. L'ONU parle de point de non-retour. Vous y croyez, vous? Il n'y a pas de point de non-retour dans l'histoire universelle ou surtout celle d'un pays. Les points de non-retour, c'est s'il n'y avait plus aucun Haïtien vivant en Haïti et qu'il n'y ait pas de patriotes, de femmes et de femmes qui aiment leur pays et qui travaillent à redresser la Banque nationale. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a une majorité d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui veulent se battre pour changer Haïti, qui ont les capacités, lorsqu'ils sont en responsabilité, de prendre les bonnes décisions pour changer Haïti. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas de figure que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons une transition assez particulière, où il y a, d'un côté, pour assumer le pouvoir de transition, un conseil présidentiel de 9 membres, qui exerce les fonctions présidentielles, et de l'autre côté, un premier ministre à la tête d'un gouvernement qui est un patchwork, donc formé de personnalités elles-mêmes nommées, pour ne pas dire suggérées, ou imposées par les partis politiques, les regroupements sociopolitiques qui font partie de l'alliance politique doit émerger le Conseil présidentiel. C'est une situation particulière qui fait que la gouvernance n'arrive pas aujourd'hui à être efficace. À votre avis, est-ce que le calendrier électoral tel qu'il a été défini par l'accord du 3 avril 2024 est encore aujourd'hui tenable? Très difficilement, sinon impossible. Regardons les choses telles qu'elles sont. À quelques mois de novembre 2025, date à laquelle nous devrions avoir des élections, d'abord, les conditions sécuritaires ne sont pas remplies. C'est le sauve qui peut généraliser en Haïti. Les bandits gagnent du terrain. La population haïtienne survit tous les jours. Il y a des camps de déplacés. Dans ces camps de déplacés, les femmes sont violées, les droits sont bafoués. Les écoles et les lycées aujourd'hui sont devenus
des camps de déplacés. Personne n'est à l'abri, 90% de la capitale est presque tombée. Donc comment dans ces conditions sécuritaires penser qu'on peut même organiser des élections? Moi, leader politique, d'abord ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de mes électeurs. On ne va pas les envoyer à la boucherie. Un Haïtien qui va voter ne va pas être assassiné, ne veut pas être assassiné, ne va pas aller souffrir comme ça en holocauste. Deuxièmement, nos candidats doivent bénéficier d'un minimum pour faire campagne, pour parler à la population. Le parti politique en avant est un parti très proche du peuple. Donc notre campagne, le jour où il y aura des élections sérieuses dans ce pays, se fera par des candidats qui iront au contact de la population. C'est impossible aujourd'hui. Donc les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et je dirais même psychologiques, parce que nous vivons un drame en Haïti. Nous avons une population traumatisée. Maintenant, les conditions, je dirais, techniques. Jusqu'à présent, vous parliez des conditions pour organiser des élections. Techniquement parlant, est-ce que le Conseil électoral va utiliser la base de données de 2015, donc la liste électorale de 2015? Impossible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a plus d'1 million de déplacés, et en fait, cette base de données devrait être mise à jour. Maintenant, ne pouvant pas la mettre à jour dans les délais impartis, je pense qu'il est en train d'être discuté de la possibilité d'utiliser une formule hybride. Ça veut dire que l'électeur irait se présenter à un bureau de vote de son choix, pas celui auquel la liste électorale l'avait assigné en 2015, et une fois qu'il présente sa carte d'identification numérique unique, il vote et on l'enregistre sur place comme étant le bureau où il sera désormais habilité à voter. Vous voyez déjà que techniquement, cette formule que je peux comprendre, parce que cette formule, ce qu'elle recherche d'abord, c'est de pouvoir permettre un système électoral où, dans les zones de non-droit, il sera difficile aux Haïtiens de voter. Mais en même temps aussi, il y a le revers de la médaille. Il y a beaucoup de problèmes dans un système qu'on n'a jamais expérimenté. Donc, d'un point de vue technique, on ne sait même pas comment réaliser ces élections à partir de cette stratégie. On ne peut pas faire voter tout le monde en un même point. C'est encore un autre problème. Si tout le monde se présente en un même point, au même endroit... Les élections durent une semaine. L'obéit. Donc, les conditions sécuritaires, les conditions techniques, et disons les choses telles qu'elles sont, les conditions politiques. Au plus haut niveau de l'État, il y a, je dirais, une grande fragilité du Conseil présidentiel dont la légitimité est politique de par le fait qu'il a été mis en place par un regroupement d'acteurs politiques qui aujourd'hui sont en dissension avec ce Conseil présidentiel. Et il arrivera un moment où il faudra trouver une légitimité aux autorités de la transition, que ce soit celle-là ou une portion de celle-là ou une autre, mais il faudra de toutes les façons à un certain moment que la famille haïtienne, dans sa composante société civile et politique, se réunissent pour constater que l'accord du 3 avril est en train de prendre l'eau. Et à partir de ce moment, décider à travers une conférence politique de haute portée, certains l'appellent un Wembley patriotique, d'autres l'appellent un congrès patriotique. J'ai entendu Michael Jean l'autre jour faire un appel, j'ai entendu Maître Hannibal Kofi, j'ai entendu d'autres personnalités, et j'ai entendu Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre et d'autres personnalités de la société civile tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, c'est dès maintenant qu'il faut pouvoir se préparer au vide qui va venir. Parce que ce vide qui va venir est un vide qui est propice à toutes les aventures populistes et terroristes en Haïti. Donc il faut qu'il y ait un sentiment de responsabilité pour qu'on s'y prépare. Donc moi je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de commencer à planifier l'avenir, et malheureusement ce n'est pas notre fort nous en Haïti, puisqu'au fond on joue souvent, on vit souvent au jour le jour, on gère au jour le jour, on préside au jour le jour, et nous n'avons pas une vision à long terme. L'avenir en face, on ne le regarde qu'un jour à la fois, alors que l'avenir en face, on doit le regarder sur 20, 30, 40 et 50 ans.
Par exemple, si vous permettez, j'ai toujours trouvé ça extrêmement bizarre. Ariel Henry, lorsqu'il était Premier ministre de la Transition, il avait été nommé par Jovenel Moïse, il avait un morceau de légitimité. Dès son accession au pouvoir, il n'a fait qu'une seule chose, c'est chercher une légitimité additionnelle. Il a trouvé une petite légitimité avec l'accord du 11 septembre. C'était pas assez, il a cherché une autre légitimité qu'il a trouvée un peu plus grande avec l'accord du 21 décembre. Et il était en train de chercher une légitimité encore plus large. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que les autorités en place n'anticipent pas ou ne veulent pas voir que l'accord du 3 avril aujourd'hui prend l'eau, que c'est maintenant qu'ils devraient eux-mêmes initier les discussions entre les partis politiques, les élites politiques et celles de la société civile pour trouver une formule de sortie de crise. Parce que là, à un moment, on va pas piquer devant. Il faut trouver une formule et qui soit la meilleure pour Haïti, qui mette Haïti d'abord. Seriez-vous nostalgique d'Ariel Henry? Du tout, au contraire. J'ai été parmi ceux qui ont été très critiques envers Ariel Henry. Je ne parle de lui qu'en comparaison avec son attitude comme Premier ministre et ce que je vois là comme étant une attitude un petit peu qui fait fi de la nécessité d'avoir une légitimité politique, un accord politique ou une entente politique pour combler le déficit de légitimité institutionnelle et constitutionnelle. Certains parlent également de renouveau du paysage politique haïtien, de façon à avoir de nouveaux leaders qui soient moins impliqués dans les affaires du passé. À titre personnel, comment est-ce que vous vous situez? Quelle est votre position sur le plan politique, votre positionnement politique? Est-ce que vous seriez plutôt un candidat de gauche, un candidat de droite? Est-ce que vous avez en politique la même position que sur le terrain de football? Est-ce que vous êtes en gros candidat pour exercer la magistrature suprême dans ce pays? Bon, écoutez, pour être candidat, il faut d'abord qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait une loi électorale. Il faut qu'il y ait des conditions réunies. On en est encore loin. Je suis leader d'un parti politique dont l'objectif est la prise du pouvoir. Pas seulement à travers moi. Je pense que le temps en dira à quel niveau je pourrais ou je voudrais jouer un rôle. La seule chose, je prendrai ma part de responsabilité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas et je ne vais pas mourir sans voir une autre Haïti. S'il fallait par exemple prendre les armes pour arriver au pouvoir avec votre parti, vous seriez prêt à le faire? Bon, ma bande répond au prince après-demain. Leur poser une question, ça va pas que tout ma même répond là, bien qu'il y ait au pouvoir fermer. Je crois que la question ne se pose pas en ces termes-là. Alors, aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Mais je pense qu'on n'en est pas encore arrivé là. Moi, personnellement, je veux que cette transition réussisse. Et je veux qu'Haïti renaisse de ses cendres et qu'on entame la refondation nationale. Pour utiliser un terme cher à Claude Moïse. Moi, j'ai accepté. Je n'ai pas accepté de rentrer dans le conseil présidentiel ni participer au gouvernement, mais j'ai accepté de jouer un rôle. J'ai accepté d'être, pendant 3 mois, coordonnateur d'un groupe de travail sur la Constitution. Lequel groupe de travail a rencontré les secteurs organisés de la vie nationale, les partis politiques qui ont répondu présent à notre invitation. Et dans notre... Y compris des groupes de la diaspora. Absolument. Et dans nos recommandations, qu'est-ce que nous avons dit? Mais nous avons dit ce qui nous venait du peuple. Nous avons dit d'abord, nous avons collecté leurs positions. Donc, nous avons rendu un rapport de 1000 pages. Mais dans ce rapport, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à vérifier la partie allant de la page 26 à la page 40. C'est le résumé des grandes tendances que nous avons relevées de nos conversations avec les secteurs organisés de la vie nationale. Donc, nous avons remis ce rapport aux autorités en leur faisant valoir ce que nous ont dit les acteurs. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'aujourd'hui, c'est la sécurité qui est la priorité et qu'il n'y avait pas un environnement propice à une révision constitutionnelle. La deuxième, c'est que pour donner une légitimité plus grande et favoriser une transparence plus accrue du processus, il fallait aller vers une assemblée constituante. Un petit peu comme nous l'avions fait en 1987, de telle sorte que les débats soient publics et que la population, dans toutes ses composantes et dans tous les recoins de la République, puisse participer aux discussions et aux débats sur chacun des articles de la Constitution. Donc, ça a été un travail
qui est un travail très précieux pour le pays parce qu'il devra servir comme ingrédient majeur de la rédaction de textes constitutionnels. Maintenant, il y a un grand besoin de réviser la Constitution, mais malheureusement, le temps d'aujourd'hui n'est peut-être plus propice. Il y a un an, quand j'acceptais de coordonner ce groupe de travail, eh bien, il y avait l'espoir que les autorités de la transition allaient rétablir la sécurité. Parce que tout va en parallèle. Haïti a tellement de besoins qu'on ne peut pas attendre de faire les choses les unes après les autres. Malheureusement, le premier chantier, et le plus important, celui de la sécurité, ils ont échoué. Et tout dépend de ce chantier-là. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a même plus moyen pour l'Haïtien de rêver. Donc, tout commence par la sécurité. Et en fait, je ne cesserai jamais de dire que c'est la priorité des priorités sur laquelle nous devons nous concentrer. C'est le défi de demain. Alors justement, en parlant de défi de demain, est-ce que vous pourriez définir pour nous quelle serait l'échelle de priorité des décisions à prendre? Parce qu'en même temps que tout est urgent, comme vous avez dit, il faudrait quand même être méthodique dans l'application de certaines décisions. Si vous étiez aujourd'hui en charge du pouvoir en Haïti, quelles seraient les mesures à prendre tout de suite, celles qui pourraient attendre un peu, et dans quelle direction est-ce que vous mèneriez cette politique publique nécessaire? Donc, 3 priorités par échelle de grandeur? Absolument. La sécurité et encore la sécurité. Je le disais tout à l'heure, c'est le défi de demain. Et c'est cette tâche-là à laquelle nous devons nous atteler. Comment utiliser les ressources du pays de telle sorte qu'elles soient canalisées vers les forces de défense, que ce soit l'armée d'Haïti ou la police nationale, pour rétablir l'ordre et la sécurité et favoriser le retour de l'autorité de l'État en Haïti. Ceci ne veut pas dire que nous n'aurons pas des objectifs qui tiennent à l'éducation. Et je sais que c'est un secteur qui vous tient à cœur. Moi, ce que je dirais dans quelques heures aux élèves de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est que cette nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui avec une rivalité entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas pour rien que c'est la Chine et les États-Unis qui sont deux grandes puissances, qui se livrent bataille sur l'arène politique et économique mondiale. C'est parce que ce sont les pays qui ont fait choix de miser sur l'éducation pour leur population. Moi, j'aime toujours rappeler que l'ancien député français Alain Peyrefitte, en 1973, avait sorti un livre prémonitoire, Quand la Chine s'éveillera. Et déjà, il revenait d'un voyage officiel en Chine où il faisait valoir qu'il avait vu que dans tous les coins de Chine, ils étaient en train de construire des écoles, des lycées, des centres de formation et des universités. Et quand il a regardé la démographie de la Chine, il se dit un pays qui mise autant sur l'éducation, il faut faire attention. Alors qu'à l'époque, la Chine était un pays du tiers-monde, ou considéré comme du tiers-monde, il y a 50 ans. Nous sommes au début des années 70. Aujourd'hui, la Chine livre bataille aux États-Unis, qui elle-même aussi a misé beaucoup. 75% des grandes écoles dans le monde entier sont américaines, à travers un montage où l'État finance les laboratoires de recherche, de telle sorte que les Américains sont à la pointe au niveau des nouvelles technologies de l'information, au niveau de l'intelligence artificielle, et au niveau d'un ensemble d'autres services. Donc, l'éducation. Et moi, je me rappelle, lorsque j'étudiais à Harvard, ça m'avait toujours frappé de voir que les teachers assistants, on les appelle les professeurs assistants, qui suppléent aux professeurs. Vous êtes professeur vous-même, vous n'avez pas le temps de voir les élèves tout le temps, il y a toujours des assistants. Mais ces assistants, j'ai remarqué qu'ils étaient soit chinois, soit indiens. Et je me suis dit, la Chine et l'Inde sont en train de faire quelque chose de bien. Nous sommes en 1999. La preuve, aujourd'hui, la Chine est où elle est, et après les États-Unis. Et la Chine, il faut s'attendre à voir émerger
l'Inde, toujours pour une seule raison. Parce que ces pays ont fait choix de l'éducation pour leurs enfants. Et moi, je dis toujours qu'il faut pouvoir, à travers, par exemple, les 1,50 $ sur les transferts, les canaliser vers la construction de 5 grandes universités en région, parce que ça donne des revenus à peu près de 30 millions de dollars chaque année. Avec ça, on peut faire un leverage sur la scène internationale pour avoir 400 ou 500 millions pour construire ces écoles et avoir les moyens de les maintenir, de former les maîtres et d'avoir un processus de recyclage. Haïti doit miser sur la sécurité et sur l'éducation. Et nous avons fait miracle, comme les Chinois et comme d'autres pays l'ont fait en très très peu de temps. Pour finir, comment envisagez-vous les relations avec la République dominicaine, qui est le pays voisin, qui est un pays qui commémore cette année le 60e anniversaire de sa glorieuse révolution, la révolution d'avril 1965. Comment est-ce que vous envisagez des relations futures avec ce pays voisin? Bon, on ne choisit pas ses voisins. Les Dominicains, c'est le pays à côté. Donc, on ne pourra jamais faire l'économie de mettre sur pied des politiques qui peuvent favoriser, disons, une relation pacifiée entre les deux peuples et empreinte du sceau du respect mutuel. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler des deux côtés de l'île. Et je reste croire qu'il y a des deux côtés de l'île des dirigeants et des dirigeantes qui comprennent la nécessité de pouvoir travailler ensemble. Vous savez que la République dominicaine est devenue, par la force des choses, le premier pays récipiendaire ou accueillant la partie la plus importante de la diaspora haïtienne. C'est presque plus les États-Unis. Il y a plus de 2 millions d'Haïtiens en République dominicaine. Ensuite, il y a les États-Unis, bon, il y a la France, il y a le Canada, il y a les Haïtiens et leurs descendants. Bien entendu, les Haïtiens arrivent, il y a les deuxième, les troisième, les quatrième générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sur la frontière, il y a une relation de proximité même entre les deux peuples. Elle n'est pas toujours une relation de belligérance. Cependant, la façon dont sont traités les Haïtiens, souvent, est inacceptable. Et moi, je reconnais à la République dominicaine le droit de décider de faire rentrer qui elle veut dans son pays. C'est la souveraineté bien comprise, nous aussi. Ce que nous disons, c'est que les choses doivent se faire dans une forme d'humanité bien comprise. Et qu'en quelque part, il faut respecter certaines normes et souvent la manière cavalière, brutale et inacceptable dont sont traités les Haïtiens n'est pas la meilleure des choses. Cependant, pour parler à beaucoup de Dominicains, je dois dire qu'il faut aussi faire capoter ce préjugé que tous les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens. Je crois qu'en quelque part, dans tous les pays, il y a des radicaux et l'avenir appartiendra à celles et ceux qui pourront comprendre la nécessité, au-delà de la divergence et d'intérêts, de trouver des compromis. La divergence d'intérêts, elle est par exemple sur la frontière. C'est pas normal que les produits dominicains traversent chez nous comme ils veulent et que nous ne pouvons même pas exporter une boîte de je ne sais quoi. Ça, c'est 2 poids, 2 mesures. On ne va pas l'accepter, on ne l'acceptera jamais. Mais pour négocier en tête à tête, de tête à tête, pas en tête à tête, avec les Dominicains, il faudra des dirigeants responsables. Il faudra des dirigeants qui ont déjà une idée de la politique commerciale haïtienne, de la politique économique haïtienne, de la politique fiscale haïtienne. En Haïti, il manque de tout. Il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas de politique éducationnelle, il n'y a pas de politique fiscale, il n'y a pas de politique économique, il n'y a pas de politique sportive. Merci d'avoir rappelé mon passé comme ancien footballeur. Dans le monde qui pas qu'on aime sous chapeau ça, mais vous avez l'âge pour m'avoir vu jouer au Stade Silvio Cator. Et je dirais que pour moi, je suis béni d'avoir joué au football en Haïti. Et je suis béni parce que c'est un sport qui lie les Haïtiens, toutes couches sociales confondues. En Haïti, nous avons besoin des éléments comme ceux-là. Il n'y a pas de citoyenneté commune en Haïti. Le football, c'en est une. Le carnaval aussi. Et il fut un temps, l'école était un lieu de brassage social. En Haïti, les classes sociales, chacune ont leurs écoles aussi aujourd'hui. C'est une très mauvaise chose. Il faut pouvoir s'assurer qu'il y a une citoyenneté commune entre tous les Haïtiens, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur niveau économique, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs idéologies ou leurs options idéologiques en politique.
je crois que nous avons un travail à faire pour réunir la nation autour de ce qui nous rend fiers. Et le football, c'est une ladeur, puisque quand Haïti joue, c'est les grenadiers. Et tout le monde est à fond derrière. Donc c'est un bon exemple. Eh bien, c'est sur ces paroles sportives et pleines d'espoir que nous allons vous dire au revoir. En tout cas, nous avons retenu de cet entretien l'idée donc d'un engagement nécessaire, d'un renouveau de la classe politique et surtout la nécessité de garder espoir parce que Haïti pas périr. Merci encore de votre visite sur le plateau de 4 points cardinaux Haïti Inter. Merci beaucoup, professeur Théodate. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.